Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le principal opposant du Soudan du Sud, Riek Machar, demande un délai de 6 mois avant la formation du gouvernement d'union nationale, un délai qui repousse la mise en œuvre du difficile accord de paix. Et le désarroi au Cameroun des producteurs de café qui assistent à l'effondrement de la filière, une production en chute libre depuis les années 1990. Gros plan ce matin sur la situation. Puis le championnat national d'élite direct, Ligue 1 de football, qui s'est poursuivi ce dimanche à Brazzaville avec le choc Diable Noir, Étoile du Congo. L'Étoile du Congo qui s'est largement imposée. Les détails de la rencontre à suivre dans ce journal. 7 mois après l'accord de paix, les tractations au Soudan du Sud demeurent toujours au point mort. Accord destiné à mettre fin à plus de 5 années de guerre civile, alors que la date butoir pour la formation du gouvernement d'union nationale est fixée au 12 mai. Le chef des rebelles, Riek Machar, qui craint pour sa sécurité, demande un nouveau délai de 6 mois pour entrer à Juba afin de reprendre ses anciennes fonctions de vice-président. Nelly Claude Bessa. L'opposition sud-soudanaise a demandé le report de la formation du gouvernement de transition attendu en mai 2019. Cette requête de l'opposition s'accompagne d'une prolongation de 6 mois pour la mise en œuvre des prochaines étapes de l'accord de paix. Pour l'opposition, la précipitation à former le gouvernement d'union de transition le 12 mai est injustifiée alors que les questions en suspens, telles que l'unification des forces armées, les arrangements en matière de sécurité, le nombre d'États et la promulgation de la Constitution ne sont pas encore résolues. La formation du gouvernement de transition qui, dans le fond, est un gouvernement d'union nationale, doit être fait en réunissant tous les paramètres de chance et de réussite et ne pas être prise en otage par une ambition politique partielle et qui pourrait donner raison à l'opposition et ne pas se voir former le gouvernement de transition de façon précipitée. Le gouvernement sud-soudanais, quant à lui, a rejeté l'idée d'une prolongation, une attitude qui inquiète les observateurs sur l'effondrement de l'accord de paix signé en septembre 2018. Cependant, l'opposition a annoncé que le comité chargé de superviser les étapes initiales de l'accord de paix examinera la demande de prolongation de 6 mois. La demande de l'opposition doit être examinée avec attention, de sorte à ne pas franchir une étape capitale qui pourrait remettre en cause le processus de paix et qui a engagé tous les belligérants de la scène. Alors, ce qui fait que le côté gouvernemental est bien obligé de voir dans quelle mesure les griefs soulevés par l'opposition sont valables et nécessitent donc que soit reportée la formation du gouvernement de transition. Au Soudan du Sud, l'accord de paix signé en septembre 2018 en Éthiopie entre le président Salva Kiir et l'opposant Riek Machar a mis fin à 5 années de guerre civile et en fait près de 400 000 victimes et des millions de personnes déplacées. Et au Soudan, les leaders de la contestation suspendent les discussions avec l'armée et appellent à intensifier le mouvement. Au moment de cette déclaration, eh bien, le chef du conseil militaire de transition, Abdel Fattah al-Burhan, lui, affirmait dimanche son engagement à remettre le pouvoir au peuple. Pour rappel, les contestataires souhaitent un gouvernement civil. L'association des professionnels soudanais, l'organisation Fer de Lance du mouvement populaire, détaille cela dans une feuille de route. Il est question d'instaurer un conseil présidentiel, un conseil des ministres restreint issu de la société civile et d'un conseil législatif, c'est-à-dire d'un parlement de transition. Et concernant les manifestations, eh bien, elles se sont poursuivies ces derniers jours. Des milliers de protestataires convergent depuis jeudi vers le quartier général de l'armée pour demander donc la dissolution du conseil militaire de transition qui a succédé au président Omar el-Béchir, destitué le 11 avril par l'armée. On écoute à ce propos l'analyse du politologue Siaka Koulibaly. Les contestataires ne sont pas du tout satisfaits par la tournure que prennent les événements après le départ d'Omar el-Béchir. Donc ils veulent vraiment opérer un changement de fond par la mise en place de personnalités totalement indépendantes du système d'Omar el-Béchir. Je pense que c'est pour cette raison que la contestation continue, malgré que Béchir soit parti du pouvoir. On a vu ailleurs où le peuple a fait une entière confiance aux dirigeants de la transition, comme au Burkina Faso. Cela a entraîné pas mal de difficultés par la suite. Donc ici, je crois que cela a éclairé les peuples algériens et soudanais dans la conduite donc de ce changement de régime-là.
En Algérie, l'après Bouteflika, marqué par ce coup de filet anticorruption, plusieurs milliardaires sont visés. Les autorités ont annoncé leur arrestation. Parmi eux, les frères Kouninef, qui sont à la tête d'un groupe qui pèse 300 millions de dollars. Ces milliardaires aux arrêts des oligarques qui ont fait fortune durant la présidence Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission le 2 avril après 20 ans à la tête de l'État sur cette opération anticorruption avec cette arrestation de 5 proches de l'ancienne présidence. Écoutez Faisal Metaoui, journaliste au quotidien algérien El Watan. La justice algérienne a ouvert depuis un certain temps, notamment depuis le début du mouvement de contestation populaire contre le régime en place le 22 février dernier, une série d'enquêtes actionnées notamment par l'armée, par le commandement de l'armée, puisque le général Ahmed Salah, qui est vice-ministre de la Défense et également chef d'état-major de l'armée, a évoqué la nécessité de lutter contre les affaires de corruption, lutter également contre ceux, selon lui, qui ont transféré beaucoup d'argent des Algériens vers l'étranger d'une manière illégale et qui ont bénéficié de beaucoup de privilèges sans contrepartie. La justice, globalement, à la demande de l'armée notamment, voudrait poursuivre tous ceux qui ont détourné l'argent, puisque dans les marches populaires en Algérie, on a vu que les Algériens réclament, la justice réclame des comptes à ceux qui ont volé, selon eux, l'argent des Algériens. Et donc la justice et l'armée, ou l'armée à travers la justice, voudrait répondre positivement à ces demandes et à ces demandes de justice, bien que les juristes et certains analystes estiment que la lutte contre la corruption doit se faire dans un cadre serein et transparent et non pas dans un cadre qui peut ressembler à un règlement de compte. On en vient à la crise qui persiste dans la filière café au Cameroun avec une production passée de 56 000 tonnes en 1990 à 25 000 tonnes actuellement. Le Cameroun était à l'époque le 12e producteur mondial. Depuis, le pays est passé à la 31e place. Pour les acteurs de la filière, il est urgent pour les pouvoirs publics de prendre des mesures. Reportage entre correspondantes au Cameroun, Viviane Bauken. Les experts réunis dans le cadre du FestiCoffee 2019 tablent sur l'urgence d'agir maintenant pour le café camerounais. Selon les statistiques, en 20 ans, la production nationale du café est passée de 130 000 tonnes à 25 000 tonnes, d'où l'urgence des réflexions sur la renaissance du café camerounais. Alors pour nous aujourd'hui, avec 90% de Robusta et près de 10% de la production d'Arabica, il est important de gagner un peu, de maintenir ce secteur, de consolider tout ce qui a été fait, mais consolider ces actions-là, c'est renforcer les producteurs, c'est-à-dire les rajeunir, c'est de mettre à leur disposition, de leur faciliter l'accès au matériel végétal approprié. Voilà un peu tout le concept aujourd'hui qui revient à agir pour le café. Oui, il est bon aujourd'hui d'agir pour le café parce que les jeunes commencent à s'intéresser à la production du café. Alors que les terres camerounaises sont fertiles et propices à la culture des variétés Arabica et Robusta, la filière café est confrontée à un ensemble de difficultés qui mettent à mal le secteur. Il s'agit notamment de la rareté des plants, l'indisponibilité des intrants et l'abandon des plantations dans les bassins de production. Parce que là, la matière végétale, les semences par exemple, il faut des bonnes souches. Mais quand même, un grand effort est fait là-dessus. Il y a par exemple le gouvernement et certains organismes qui mettent à la disposition des agriculteurs des semences quand même de bonne qualité. On vient vous donner des semences, vous faites votre pépinière, vous êtes sûr du processus et puis le premier intérêt d'être reçu dans ce sens-là. Pour les responsables du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, la filière café fait face à des enjeux multiples, dont le premier semble aujourd'hui être celui de sa propre survie. Il faut procéder à la sensibilisation des opérateurs et du grand public sur les opportunités d'affaires et des débouchés qu'offre cette filière porteuse. Du football également dans l'actualité avec la victoire de l'Étoile du Congo ce dimanche lors de la 16e journée du championnat national d'élite direct Ligue 1. C'était donc ce dimanche au terme d'un match très disputé qui s'est soldé par 2-0. L'Étoile du Congo qui désormais occupe la 2e place du classement provisoire. Reportage d'Eva Pansou. L'Étoile du Congo a réalisé une véritable remontada pour venir à bout des Diables Noirs ce dimanche 21 avril 2019 lors du derby de Brazzaville. C'est pourtant les Yakadiamama qui ont ouvert le score par Costaud à la 30e minute. Au retour des vestiaires, les Noirs et Jaunes ont enfoncé le clou à la 49e minute par Prince Obongo. Mais les Stéliens ont vite réagi par la réduction du score sur ce pénalty transformé par Del Dingoï à la 57e minute et l'égalisation de Yann Mokombo à la 65e minute. Ce n'est pas fini car 3 minutes après,
après, Deldjin Ngoyi a offert la victoire à son équipe en inscrivant son doublé. L'Étoile du Congo l'emporte par 3-2 à la satisfaction de l'entraîneur. Quelle que soit la manière, un derby se gagne, ça ne se joue pas. Aujourd'hui, il fallait jouer gros parce qu'en face, il y a l'histoire. C'est l'Étoile Diable Noir. Et moi, je dis, la deuxième mi-temps est superbe. C'est vrai qu'on donne un but cadeau, on peut l'éviter. Mais après, le mental. C'est ce mental-là qu'on veut pour faire grandir ces jeunes-là. Et surtout au plan tactique, ça a été super. Les Noirs et Jaunes ont manqué l'occasion de prendre le large sur leurs poursuivants. Mais l'entraîneur a imputé la mauvaise gestion de l'avance de 2 buts à l'inefficacité de son effectif actuel. C'est pas moi qui ai fait le recrutement. Je ne vais pas me cacher derrière ça. Mais si et seulement si le club me gardait en fin de saison, je ferai mon propre recrutement. Et il y a beaucoup de joueurs que je verrai leur cas. Ce qui s'est passé cet après-midi, pour moi, que ce soit mon staff et les joueurs, c'est une vraie faute professionnelle. Grâce à cette victoire à l'arraché, l'Étoile du Congo occupe la 2e place du classement provisoire avec 29 points et une meilleure différence de but par rapport à son adversaire du jour qui compte le même nombre de points. L'AS Otoo demeure leader avec 44 points à l'issue de la 16e journée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.